René Lévy, dans sa magnifique conférence hier, a parlé de la séparation et de la solitude de l'homme apolis, de l'homme qui se soustrait volontairement à la cité pour mieux la fonder ou la refonder jusqu'à en passer par la révolution absolue. Alors je vais à mon tour aujourd'hui parler grec pour me référer à une notion de la séparation et de la solitude tirée, elle aussi, de la philosophie antique, la notion d'exéréménon, littéralement ce qui est arraché et qui, en tant que tel, se tient en suspens. C'est ce que dit le grec. Et que l'on traduit habituellement, mais mal, par transcendance. Voilà. Quand on traduit transcendance, eh bien, dans le corpus néoplatonicien, on traduit un terme qui ne veut pas dire exactement la même chose, arraché et suspendu. Alors, exéréménon, notion non pas aristotélicienne mais néoplatonicienne, qui s'applique ni à l'homme ni à la question politique, mais au principe et à la question proprement métaphysique. Et de fait, comment peut-on parler de la séparation sans évoquer la métaphysique, c'est-à-dire le discours de la séparation par excellence, de la séparation entre le principe et ce dont il est le principe. Alors certes, notre époque récente, toute récente, c'est une histoire d'une génération, notre époque est devenue peu réceptive à ce genre de discours, parce qu'elle, sans doute, parce qu'elle repose sur la promiscuité, il faudrait parler de cette notion, je ne le ferai pas, la promiscuité qui est non seulement ce qui nie la séparation, mais qui surtout est une notion qui nous interdit d'accéder à ce qui nous rassemble toute cette semaine, à savoir la dialectique de ce qui sépare et de ce qui relie. Pas de lien sans une expérience préalable de la séparation, mais pas de séparation non plus sans une expérience préalable du lien. Alors même si notre époque s'en méfie, il reste que le discours métaphysique garde sa pertinence aujourd'hui, comme j'essaierai de le montrer dans le dernier des 3 points de mon introduction. Voilà. Alors premier point de cette introduction, la métaphysique est donc initialement une affaire de séparation, de distinction au sein de la réalité entre le principe et le reste de la réalité dont celui-ci est le principe. Et je dirais même que la métaphysique naît de cette idée de séparation. Alors j'entends par principe simplement le fait qu'aucune individualité, ni qu'aucune totalité non plus ne se suffit à elle-même, mais qu'elle est amenée à se référer à un moment ou à un autre de sa constitution à de l'altérité, voire à de l'antériorité. Les termes grecs d'arché et plus encore le terme latin de principium évoquent une idée moins de fondement que de commencement, de quelque chose d'initial. Donc altérité et antériorité, et cela sous quelque aspect que se présente cette altérité et cette antériorité. La métaphysique ne parle donc plus, comme le faisaient les présocratiques, de l'eau, du feu ou des autres éléments pour rendre raison du cosmos, mais du bien, de l'un, de l'être, de l'acte, de la puissance, etc. L'eau ou le feu, on le comprend bien, sont complètement inhérents à la physique du monde. Ce sont des éléments tirés de la nature pour rendre raison de la physique antique. Le bien, l'être, l'un, l'intellect s'en tiennent au contraire séparés. Pour mieux en rendre raison, ils sont, dit-on, métaphysiques, c'est-à-dire au-delà de la physique. On comprend bien la révolution terminologique. Vous voyez bien que ces termes n'ont plus rien à voir avec ces termes d'eau, de feu. Voilà. Il y a une révolution terminologique pour rendre raison de la cosmologie. Voilà le geste, un fondateur en quelque sorte de la métaphysique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait de métaphysique que de la séparation.
mais simplement que la séparation est le geste initial de la métaphysique, celui à partir duquel s'est forgée une nouvelle langue plus abstraite, moins sensible que l'air, l'eau, la terre, une nouvelle langue pour rendre raison de la réalité et en particulier de cette réalité qui importait tant aux Grecs, de la réalité cosmologique. Il est vrai qu'il existe aujourd'hui des métaphysiques de l'immanence, c'est-à-dire des pensées capables de rendre raison de la morphogénèse du réel dans son immanence et dans sa matérialité même, et de le faire avec le vocabulaire de la métaphysique. Mais ces philosophies continuent de penser à partir de la séparation, ne serait-ce que pour en faire la critique. Mieux encore, ce genre de critique comprend qu'aucune philosophie ne peut faire totalement abstraction de la séparation, de cette dialectique que nous évoquions tout à l'heure entre la séparation et la relation, quitte à devoir la réinventer. Deleuze a besoin, par exemple, de recourir à ce qu'il appelle des lignes de fuite. Ligne de fuite, le terme de fuite nous rappelle évidemment des notions importantes de la métaphysique antique. Des lignes de fuite au sein même des champs d'immanence pour que ceux-ci ne se réduisent pas à une identité indifférenciée et purement statique. Des lignes de fuite qui ménagent à nouveau, au sein même de l'immanence, qui ménagent de la séparation, de la différence nécessaire pour que ceux-ci ne se transforment pas en une sorte de mots identitaires, source pour Deleuze de tous les totalitarismes. Sous le signe de la fuite, Deleuze renoue assurément avec certains gestes initiaux de la métaphysique, de Parménide à Plotin. On m'objectera, à juste titre, que la séparation des lignes de fuite n'a rien à voir avec les séparations initiales de la métaphysique antique, avec la différence entre l'être et le non-être, l'intelligible et le sensible, la forme et la matière, voire le bien et le mal. Mais sans doute ces séparations initiales sont elles-mêmes un peu naïves et n'expriment-elles pas au mieux tout ce que peut la séparation. Second point que j'aimerais souligner. La séparation implique initialement l'idée de supériorité du principe par rapport à ce dont il est le principe. Et à son tour, cette supériorité du principe conduit à l'idée de sa souveraineté. Alors, il y a un double, voire un triple saut qui ne va pas de soi, un double, voire un triple coup de force qui nous fait passer de l'altérité à l'antériorité, de l'antériorité à la supériorité et, dernier saut, troisième et dernier saut, de la supériorité à la souveraineté. Et la métaphysique, dans son histoire, repose en quelque sorte sur ces ambiguïtés, sur cette fausse continuité de l'altérité à l'antériorité, de l'antériorité à la supériorité et de la supériorité à la souveraineté. On est en droit, si l'on souhaite conduire une critique, ce que j'appelle une critique interne de la métaphysique, on est en droit de distinguer ces différentes modalités. Alors, il est vrai que la critique contemporaine s'attache à distinguer, par exemple, l'altérité de la supériorité. Mais cette remise en cause ne remet pas nécessairement en cause la souveraineté. L'instance comme souveraineté, comme dispensation de la puissance, peut très bien se passer de la supériorité. On peut avoir de la dispensation de la puissance, de la souveraineté, à partir de l'altérité, sans en appeler à la supériorité. J'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. En revanche, ce que j'ai appelé l'arrachement, l'exéréménon, montre qu'on peut dissocier antériorité et supériorité d'une part et souveraineté de l'autre. Il est vrai que supériorité et souveraineté partagent la même étymologie. Le fait d'être au-dessus, de se tenir en surplomb. Platon, puis le néoplatonisme parle à cet égard de royauté du principe, de basileia, terme que l'on trouve au demeurant déjà chez Héraclite.
De même, le terme arché signifie à la fois le commencement et le commandement. Existe donc dès l'origine dans la métaphysique, à travers la séparation, une dimension que j'oserais appeler théologico-politique, c'est-à-dire, selon en tout cas la définition que je donne de la notion de théologico-politique, le fait que le principe soit une instance qui dispense de façon plus ou moins directe la puissance au monde, comme le soleil dispense la vie. Ce que Platon appelle le bien. Mais si nous sommes encore loin de la toute-puissance, même si nous sommes encore loin de la toute-puissance des médiévaux, la métaphysique antique semble mettre en place ce rapport fondamental entre l'instance, la puissance et sa dispensation, rapport fondamental sur lequel repose, à mon sens, tout théologico-politique. Je me demanderai au cours de mon exposé si, et c'est un peu le cœur de ma réflexion, si la séparation métaphysique nous condamne nécessairement au théologico-politique, c'est-à-dire nous condamne à subir la dispensation de la puissance par l'instance, que cette instance s'appelle en vrac l'être, l'esprit, la volonté, la matière, l'état, l'histoire, le peuple, ou encore aujourd'hui le marché, sans oublier la technique et son gestel, ou si au contraire la séparation nous en protège. Voilà un peu le nœud, l'ambiguïté, le rapport entre la séparation métaphysique et la domination de l'instance. Je reviens aux lignes de fuite que j'évoquais tout à l'heure avec Gilles Deleuze. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est le renversement de perspective qui caractérise notre contemporanéité. Ce sont les champs d'immanence qui opèrent la dispensation de la puissance, tandis que les lignes de fuite sont censées nous permettre de détendre l'étreinte, de ménager dans le déploiement de la puissance de l'être des expériences de liberté, des singularités. Dernier point introductif. Pourquoi parler de la séparation au sens métaphysique du terme ? Et plus simplement encore, pourquoi parler de métaphysique ? Pourquoi faire de la métaphysique pour définir l'état des choses, voire pour décrire la nature des expériences que cet état nous conduit à éprouver ? Je vais être un peu long sur ce point parce que les choses ne vont plus de soi aujourd'hui. Nombreux sont les philosophes qui dénoncent dans la métaphysique et dans sa terminologie un monde d'idoles, de dieux abstraits, d'instances magiques un peu mystifiantes, qui dénoncent en particulier la présomption qu'a la métaphysique à penser le tout, à penser le réel dans sa totalité et comme totalité, et à le penser d'un seul coup, voire à penser au-delà de la réalité dans son ensemble, à penser les conditions mêmes de sa totalisation. Et cela, évidemment, c'est le scandale, en dehors de toute expérience possible. Alors cela dit, depuis une génération, le tout, cet objet privilégié de la métaphysique, est de nouveau à l'ordre du jour sous une figure un peu inédite. C'est ce qu'on appelle la mondialisation, ou mieux encore la globalisation. Ce dernier terme d'origine anglo-saxonne est suffisamment explicite par lui-même. La mondialisation, c'est le tout, certes. Le tout, il est vrai, non pas de la métaphysique, mais de l'opinion. Une opinion plus ou moins formalisée par les sciences sociales. Or, par rapport à ce nouveau genre de totalité, les critiques de la métaphysique que j'évoquais tout à l'heure apparaissent bien démunies. Nous avons besoin d'une pensée rompue à la question du tout, comme l'est la métaphysique, pour nous aider à sortir de cette nouvelle forme mystificatrice de la totalité qu'on appelle mondialisation ou globalisation. Quoi qu'il en soit, la totalité est donc bien à nouveau un objet de référence pour la pensée. Aujourd'hui, on parle beaucoup des big data, de notre capacité technologique à rassembler et à traiter immensément de données qui déterminent en quelque sorte une nouvelle forme d'expérience médiatisée par nos outils technologiques et computationnels.
Au moyen de ce traitement, il s'agirait de saisir et de maîtriser le tout en cartographiant de façon quasi exhaustive ses paramètres. Ces nouveaux modes d'interprétation du réel sous forme de traitement numérique semblent pouvoir se substituer non seulement à la philosophie, à la métaphysique, mais aussi et surtout aux sciences sociales. Il me semble cependant que les big data, aussi exhaustifs soient-ils, ne sauraient épuiser le réel, ni le décrire en totalité, ni moins encore définir les conditions de sa totalisation ou de sa globalisation. C'est pourquoi la métaphysique me semble encore une pensée nécessaire. D'abord parce que le tout est à nouveau une question pertinente, mais aussi parce que les nouveaux instruments scientifiques et techniques pour en traiter apparaissent à leur tour mystifiants et magiques. Et je vous recommande à cet égard le livre important d'Alain Suppiot, « La gouvernance par les nombres », qui montre effectivement toute la dimension mystificatrice des big data. À mes yeux, la métaphysique est d'abord une langue et un vocabulaire singulier, un être, multiple, acte, puissance, etc., qui vise moins à construire des idoles qu'à répondre à des questions qu'on ne peut s'empêcher de se poser. Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Ou encore, pourquoi y a-t-il un minimum de cohérence dans le monde et non pas une multiplicité pure et une totale dissémination? Une langue donc qui peut apparaître un peu naïve, archaïque, primitive, une langue qui, effectivement, a plus de 2500 ans d'existence et qui, en réalité, et je vais être un peu provocant, n'a guère bougé jusqu'à aujourd'hui, mais qui nous permet encore de comprendre des choses que des langues plus récentes et plus sophistiquées ne nous permettent pas de comprendre, et en particulier de comprendre notre rapport à la puissance et au pouvoir, sans doute parce que ce genre de rapport nous renvoie toujours, à un moment ou à un autre, à ce qu'il y a de plus archaïque. Je reviens donc à ma question. La séparation métaphysique nous condamne-t-elle nécessairement à la domination? Je répondrai, en paraphrasant une phrase, un auteur, un homme politique célèbre, je répondrai en disant qu'un peu de séparation favorise la domination, alors que beaucoup nous en préservent. Ou pour le dire autrement, plus il y a de séparation, moins il y a de domination. Un peu, beaucoup, cela ne veut évidemment rien dire. La séparation n'est pas une affaire de quantité. Il serait plus juste de dire la séparation relative est au service de la domination, elle en est même une pièce essentielle, tandis que la séparation absolue, radicale, ce que j'ai appelé l'arrachement, ce que le néoplatonisme a essayé de penser à travers cette notion d'exeremenum, donc que l'arrachement est au contraire un facteur de libération par rapport à toute domination du principe sur ce dont il est le principe. Je reconnais que nous ne sommes guère plus avancés, car les notions de séparation relative ou de séparation absolue ne vont pas de soi. La première formule, séparation relative, semble une alliance de mots, une contrariété in adjecto, car la relation ne nie-t-elle pas la séparation, tandis que la seconde formule de séparation absolue apparaît au contraire tautologique et redondante, absolutus, signifiant en latin délié de tout lien, de toute relation, séparé donc. Séparation absolue voulant dire séparation séparée. Je vais néanmoins essayer de montrer en quoi ces deux notions peuvent nous aider à mieux comprendre le travail de la métaphysique ainsi que son rapport à la puissance et à sa dispensation. Que veut dire séparation relative? Cela veut dire que la séparation, la différence entre le principe, l'homme et le monde est au service de leurs relations et de leur articulation mutuelle jusqu'à former entre eux un engrenage et un système. Ou encore que cette différence produit une économie permettant à cette articulation entre le principe, l'homme et le monde de s'augmenter et de s'intensifier mutuellement. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il y a de l'écart entre l'homme solipsis et le monde, et de l'écart
au nom même du principe qu'il y a de l'agir et de l'accomplissement. Un agir interactif, c'est-à-dire, j'entends par interactif, non seulement un agir collectif, mais un agir qui est à la fois transitif et immanent. Action transitive, en ce que chaque terme agit sur les deux autres, de sorte que chacun aussi devienne, par la médiation des autres, l'objet même de son action. Une action qui agit sur soi et non pas seulement sur les autres, ce qu'on appelle une action immanente. La principialité ici, c'est-à-dire la modalité selon laquelle le principe opère, c'est précisément la séparation, l'écart, la différence qui mettent en mouvement et qui dynamisent l'engrenage entre le monde, l'homme et le principe, qui produit par ce mouvement un surplus d'être et de puissance, comme le vent qui souffle par différence, et en l'occurrence par différence de pression. Alors peu importe le sens de cette triade, peu importe qui, de l'homme, du monde ou du principe, vient en premier, car il n'y a pas ici de priorité et donc pas d'antériorité ni de supériorité. Seul reste l'altérité, la séparation. Alors, une altérité, certes, toute relative. La séparation relative fait cercle. Le système ne s'ouvre, ne se différencie que pour mieux se boucler, en embrassant à chaque fois de plus en plus de réalités, les réalités mêmes que créent ces interactions. Le système forme une économie où la dépense, c'est-à-dire l'action sur les autres, la transitivité, fait retour à l'investisseur avec une plus-value de force et de moyens d'action, retour qui marque la conversion de l'action transitive à l'action immanente. La séparation est ici une ruse de la force, une force qui se sert de la différence métaphysique pour mieux circuler et qui, par cette circulation, s'intensifie, comme si la circulation était l'expression par excellence de la puissance, l'essence même de sa dispensation. Ce qu'il importe de penser ici, c'est que le principe lui-même, quelle que soit la définition et le sens qu'on lui donne, se met en mouvement et par sa mise en mouvement se trouve modifié par l'articulation même qu'il enclenche avec l'homme et le monde. Important aussi le fait que le principe contribue, certes, à dynamiser le rapport de l'homme au monde par l'écart même qu'il ne cesse d'y entretenir, mais que ce rapport lui-même, à son tour, dynamise et modifie l'instance et sa puissance. Mais cette modification n'est possible que parce que le principe est devenu intégral, c'est-à-dire qu'il est devenu système, en tant que le système intègre à la principialité du principe, c'est-à-dire à la dispensation de la puissance, y intègre donc les réalités dont le principe est au principe, le monde et l'homme. Il ne reste qu'aussi intégral soit-il, c'est-à-dire aussi capable d'intégrer l'homme et le monde, le système et la puissance qu'il dispense ne restent pas moins impersonnels et aliénants que le principe pris dans sa solitude imparticipable, ce que j'ai appelé avec le néoplatonisme l'arrachement. La séparation relative apparaît bien comme l'opérateur privilégié de notre modernité productive. Et il me semble que la plupart des philosophies du XXe siècle, communication, champ d'immanence, différence ontologique, restent essentiellement au service de cette mise en relation et de cette mise en circulation, et qu'elle favorise la séparation relative, qu'elle est au service de sa logique dispensatrice de puissance. Il importe alors de penser ce que pourrait être une séparation non économique. Voilà ce que j'entends par séparation radicale, c'est-à-dire une différenciation qui ne soit pas au service d'une plus-value de puissance, qui ne soit pas au service de la circulation optimale de la puissance, qui ne viserait pas par sa différence la répétition du même à un niveau plus élevé, répétition du même ou production d'un autre issu du même, comme l'est toute plus-value. Autre, parce qu'il y a du plus, des choses ou des phénomènes qui n'existaient pas auparavant, mais aussi issu du même, parce que ce surplus est nécessairement un plus de la même chose, un surplus au service de la reproduction, comme en témoigne notre histoire
économique et industrielle depuis 2 siècles. Si l'altérité était radicale, si elle n'avait rien à voir avec son dispositif de provenance et finalement avec aucun dispositif, il n'y aurait aucun point de comparaison rendant possible le plus ou le moins. Il n'y aurait plus de compte possible et donc plus d'économie. Je laisse de côté le rapport que l'on pressent ici entre, d'une part, la circulation optimale de la puissance en métaphysique et, d'autre part, l'allocation optimale des facteurs de production dans la théorie économique. Pour réfléchir sur cette séparation non économique, sans plus-value de puissance, je vais en passer par le néoplatonisme et j'en viens donc au nœud et au titre de mon exposé. Et donc, je me réfère au néoplatonisme pour 2 raisons. D'abord, parce que le néoplatonisme, à travers la première hypothèse du Parménide de Platon, l'un n'est pas, a essayé de penser une différence radicale, la différence entre l'un et l'être, ce qu'on appelle la différence énologique, pour la distinguer de la différence ontologique, différence qui ne se résumerait donc pas à la différence entre, d'une part, les essences et, d'autre part, la puissance de l'être, pour définir brièvement la différence ontologique. Entre les étangs et le règne, quelle que soit au demeurant la nature de cette puissance et de son règne. De sorte que la différence énologique, de son côté, nous renverrait à ce qu'Emmanuel Lévinas appelle l'autrement qu'être, et Proclus, dans son commentaire au Parménide de Platon, ce qui n'est pas de, je cite Proclus, ce qui n'est pas de même extras, de même nature ou de même origine que l'être. Et puis, deuxièmement, parce que le néoplatonisme occupe une place fondamentale dans l'histoire de la philosophie, en tant qu'il fait la synthèse de près de 1000 ans de philosophie antique, platonicienne, aristotélicienne, stoïcienne, voire sceptique, mais aussi en tant qu'il sert de matrice aux métaphysiques médiévales et modernes, ou pour le dire autrement, en tant qu'il est sans aucun doute, par diverses voies, à l'origine des montages théologico-politiques de l'Occident, mais en tant aussi qu'il en est le remède. Ambiguïté et contradiction, où la question de la différence et de sa nature joue le plus grand rôle. Je dirais simplement à ce propos que le néoplatonisme devient la matrice du théologico-politique à partir du moment où la différence énologique est nivelée, assimilée à la différence entre l'être et les étangs, différence finalement intégrée à l'économie de l'être, à l'être comme économie. À partir du moment donc où l'un, le principe, perd sa nature d'autrement qu'être, comme si la domination passait nécessairement par la réduction de la différence, par son asservissement aux logiques de l'être et de sa royauté indétrônable. Je soulignerai aujourd'hui 3 points qui me semblent importants pour comprendre la principialité de l'un dans le néoplatonisme et pourquoi on est en droit de parler d'une différence énologique différente de la différence ontologique entre les étangs et la puissance, et par conséquent, ce qui me semble important pour comprendre aussi la radicalité de cette séparation. Le premier point à souligner, c'est que la séparation de l'un, aussi radicale et absolue soit-elle, n'implique pas une extériorité radicale du principe par rapport à ce dont il est le principe, n'implique pas sa totale étrangeté ni sa totale indifférence. Elle ne passe pas par un Dieu lointain et absent, ni même par un Dieu qui, pour être indicible, resterait caché. Bien au contraire, l'un est, dans le néoplatonisme, comme chez saint Augustin, interior intimo meo, plus intime à moi-même que moi-même. C'est pourquoi, dit Proclus, il importe d'éveiller l'un en nous et de le réchauffer. La question de l'intériorité, Foucault l'avait bien vu, devient très vite, et pas seulement dans les nouvelles théologies, la question centrale du monde antique. Une question qui n'est pas seulement anthropologique, qui ne règle pas simplement le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, mais qui est aussi métaphysique, qui conditionne notre rapport au monde et à ce qui le détermine. Simplement, au contraire des théologies du Dieu personnel, l'un reste muet. Il ne nous parle pas,
Il ne s'adresse pas à nous ni individuellement, ni en collectivité. Il reste néanmoins qu'en tant que nous l'intériorisons, nous avons relation au principe, que nous partons toujours d'une relation, que la relation est en quelque sorte l'expérience, ce que je disais, l'expérience préalable de la séparation, qu'il n'y a pas d'expérience possible de la séparation sans au départ une relation. La séparation est toujours au départ relative à nous-mêmes. C'est à l'intérieur de cette séparation relative que l'on peut faire l'expérience d'une autre séparation plus radicale, d'un arrachement, dit le néoplatonisme. Encore faut-il ne pas faire de la séparation relative un absolu, c'est-à-dire un système intégré et intégral. Damascius, dans son traité sur les premiers principes, le Périarchone, souligne l'existence d'une aporie en ce qui concerne l'un, mais qui vaut à mon sens pour tout principe. Il dit que si l'un est en relation avec le tout, il s'assimile au tout, en devient une partie, et ne saurait donc finalement en être le principe, que nous aurions alors affaire à une principialité sans principe, une principialité intégrée au système et dissous dans son économie, un principe fonction s'assimilant à ses effets. Si au contraire, il n'est pas en relation avec le tout, s'il s'en tient radicalement séparé, alors il en devient complètement étranger et ne saurait là non plus en être au principe, ou alors devient un principe sans principialité, sans opérativité sur ce dont il est le principe. L'un deviendrait, comme disent les critiques du néoplatonisme en son temps, anupostaton, anuparcton, sans existence ni fondement, il s'évanouirait. Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre cas, l'opérativité ou la principialité sans principe, ou autrement le principe sans opérativité, la notion même de principe s'autodissout. Or, l'intériorité permet, sinon de résoudre ce dilemme, du moins de le réconcilier, c'est-à-dire d'expérimenter en nous une séparation radicale qui néanmoins a du sens pour nous, qui reste donc en rapport avec chacun de nous, qui ne se dissout ni ne nous dissout en même temps qu'elle se sépare. Il est un second point plus singulier encore à souligner. Et je vais parler là du principe de causalité qui traverse toute l'histoire de la philosophie jusqu'à Hume exclu et qui a été pendant longtemps le vecteur fondamental de la dispensation de la puissance. On interprète habituellement l'un néoplatonicien comme la métaphysique de la causalité par excellence, comme ce à partir de quoi tout découle et ce à quoi tout retourne. Donc comme la première cause, protiste aitia, disent les Grecs, à la fois cause efficiente, ce à partir de quoi tout découle, et cause finale, ce à quoi tout retourne. Alors, parmi les quatre causes, on distingue habituellement deux causes internes, la forme et la matière, et deux causes externes, l'efficience et la fin. Nous aurions donc affaire à une causalité à la fois externe, puisque la fin ou l'efficience ne font pas partie de l'être qui subissent la causalité, mais aussi une causalité totale, en ce sens que les deux causes externes sont alliées au départ et à l'arrivée, qu'elles font cercle, qu'il y a en quelque sorte une synthèse entre le stoïcisme et l'aristotélisme, entre le feu artiste, le démiurge, le logos, le démiurge, qui configure l'ensemble du monde, et puis le premier moteur de l'aristotélisme qui sert d'attraction à toutes les réalités et qui sert de principe de leur accomplissement. Ce type d'interprétation causale est le contraire de ce que nous avons essayé de souligner au point précédent. Car ici, la séparation quitte le cercle de l'intériorité, ce sont les causes externes qui deviennent dominantes, mais en même temps, la causalité réduit la séparation, tandis que de notre côté, nous essayons de penser la coappartenance de l'intériorité et de la séparation, de nous passer de la causalité en tant que la causalité parasite
l'expérience de la séparation. De fait, à partir du moment où l'on extériorise le principe, il faut recréer du lien, en l'occurrence le lien de la causalité, pour échapper au dilemme, au principe sans principialité. Quoi qu'il en soit, c'est sous cette forme causale, d'une causalité externe totale, que le néoplatonisme est devenu la matrice de la scolastique médiévale, plus encore la matrice des théologies de la toute-puissance, et par conséquent du théologico-politique. Nous arrivons au cœur du malentendu que j'évoquais tout à l'heure, qui confond le néoplatonisme avec les grands montages dogmatiques et hiérarchiques du Moyen-Âge, au prix, il est vrai, d'un certain nombre de distorsions, et en particulier au prix de l'assimilation de la principialité à la causalité, de la détermination de la principialité comme causalité, une causalité qui crée nécessairement de la continuité dans l'être, entraînant l'effacement de la différence. Nous devons cette interprétation causaliste du principe néoplatonicien, par laquelle le néoplatonisme s'est diffusé dans les philosophies postérieures, d'abord à Denis l'Aréopagite, puis surtout à un ouvrage important, la tradition philosophique en langue arabe, le livre d'Aristote sur l'explication du bien, plus connu dans la tradition occidentale sous le titre de Liber de Causis, de livre des causes, lui-même inspiré non pas d'Aristote, mais des éléments de théologie de Proclus. Le livre des causes permettant de faire la synthèse entre le néoplatonisme et les théologies de la création. En réalité, Proclus dit au sujet de la causalité tout autre chose que le livre des causes, donc ce livre qui amorce en quelque sorte le grand montage scolastique du Moyen-Âge. Vraiment tout autre chose, une chose quasiment impensable pour l'auteur du livre des causes, quel qu'il soit, et en particulier quelle que soit son appartenance religieuse, puisqu'il y a débat sur cette question. Proclus affirme en effet que la causalité n'est qu'un indice, endeixis, du principe, c'est-à-dire un symbole qui qualifie et signifie de façon plus ou moins adéquate les effets du principe sans jamais pouvoir le définir en lui-même, car, dit Proclus, la transcendance, ou plus exactement l'arrachement et la supériorité de l'un dépassent incroyablement ce genre d'indice. Le premier indice causal, c'est la cause efficiente, qui pour Proclus est l'indice le moins adéquat qui soit pour définir l'action du principe. Car en réalité, l'un ne produit rien, et si production il y a du principe, et nous verrons qu'on peut parler de production, elle n'est nullement de l'ordre de l'efficience. Le fait de pouvoir produire quelque chose par soi-même, dit Plotin au traité 47, est, on le sait, le propre non pas de ce qui se tient et maintient bien, mais de ce qui produit et se meut en raison de son imperfection. Autrement dit, l'un ne se dispense pas, il ne communique pas sa force. L'un a certes une force, il serait sinon sans existence ni fondement, mais cette force, quant à elle, est incommunicable, imparticipable à métectone, dit le grec. L'un donne, certes, mais ce qu'il donne n'est pas sa force, puisque selon l'axiome fondamental du néoplatonisme, l'un donne toujours ce qu'il n'a pas. Le deuxième indice causal est lui un peu plus adéquat. Il s'agit de la cause finale. L'un devient, je cite toujours Proclus, la fin commune de tous les étangs, en vertu d'une unique causalité précédant toutes les autres causalités. De sorte, continue Proclus, que tous les désirs des étangs se convertissent vers le premier principe. C'est un modèle extrêmement fort de finalité. Ce qui confirme l'intériorité du principe, le fait que l'un est présent en chaque être, à partir de quoi chaque être en a le désir, se tourne vers lui, se convertit vers lui. Il ne reste que pour Proclus, cette attractivité est bien imparfaite par rapport à l'attractivité du premier moteur aristotélicien, et qu'elle reste donc encore une fois un simple indice. En effet, le premier moteur aristotélicien garantit le passage de la puissance à l'acte de chaque réalité, son accomplissement, la réalisation de son être en fonction de son essence. Et c'est en quoi le premier principe aristotélicien est une intelligence.
L'attractivité de l'un dans le néoplatonisme est beaucoup moins déterminante et définitive. Elle se contente d'assurer l'unification de la réalité sans que cette unification ne puisse être considérée comme un accomplissement, mais plutôt comme un début, simplement comme une condition de possibilité de l'existence, comme une condition de possibilité de l'accomplissement ontologique. Il existe enfin un troisième type de cause qui constitue aux yeux de Proclus l'indice le plus adéquat de l'opérativité du premier principe. C'est la cause que Proclus appelle périauto, je traduis, ce autour de quoi on se tient, à l'égard ou au nom duquel chacun se tient et existe. En quelque sorte, la référence. Cela suppose néanmoins, précise Proclus dans sa théologie platonicienne, que faire appel à ce type de cause ou de référence, cela présuppose que le premier principe ni n'engendre, ni ne produit rien, ni même ne préexiste comme fin aux êtres qui viennent après lui. Proclus installe en quelque sorte un suspens total de la cause efficiente et de la cause finale. Ce type de causalité par référence, causalité au demeurant étrangère aux quatre causes aristotéliciennes, correspond parfaitement à la différence énologique. Elle respecte la séparation, elle respecte l'imparticipabilité, la solitude, la monosis et la tranquillité esoukia de l'un. En effet, affirme Proclus, cette façon de s'exprimer selon le périauto n'ajoute rien à l'un, respecte son arrachement par rapport à tout l'univers, ne multiplie en rien ce qui est établi au-delà de toute unité, ni ne met ce qui est totalement imparticipable en relation ou en communion avec les autres réalités qui viennent après lui. En effet, dire que tous les êtres n'ont d'existence qu'en référence à lui révèle le fondement des autres réalités tout en laissant ce qui est au-delà de tout l'univers sans aucune liaison avec les êtres qui le suivent. Comment mieux dire ici la radicalité de la séparation? Et si l'on veut néanmoins continuer à parler de causalité du principe, alors il faut qualifier celle-ci, comme le fait Proclus lui-même, de causalité acausale, d'anantios aitios. Il est temps de conclure, et de conclure en expliquant ce qui fait l'objet de ma conférence, en quoi cette séparation absolue est en définitive une libération non seulement du principe par rapport à ce dont il est le principe, mais aussi une libération des êtres par rapport à leur principe, une libération donc, et non une détermination, et moins encore une domination. L'un, selon Proclus, n'est donc pas cause des êtres, et surtout pas leur cause efficiente, mais simplement la référence du processus d'unification et de stabilisation des êtres, processus qui lui-même est la condition de possibilité de leur autoconstitution. C'est à ce titre que Plotin définit l'un, au traité 39, comme, je cite le terme grec, l'éleutéropoion, qui vient à la fois d'éleutéria, la liberté, et de poiesis, la production. Je me posais la question, mais qu'est-ce que produit l'un? Eh bien, l'un produit la liberté. L'un est éleutéropoion. L'un ne produit pas l'être, mais produit sa liberté. Rappelons l'un des axiomes fondamentaux du néoplatonisme. L'un donne ce qu'il n'a pas. Il ne donne donc pas à l'autre sa propre liberté, mais la liberté propre de l'autre. Tel est le sens de la séparation métaphysique dans le néoplatonisme. Si l'un donnait sa liberté, l'autre resterait soumis au donateur et la donation se ferait sous forme de puissance. La donation lierait nécessairement puissance et liberté. C'est toute l'histoire de l'idéalisme et de ses avatars dont je n'exclus pas Heidegger. Donner ce qu'on n'a pas, c'est au contraire, et par la même nécessité, délier la puissance et la liberté, sans pour autant que cette liberté se réduise à une liberté d'indifférence. Mieux encore, donner ce qu'on n'a pas, c'est nécessairement donner la liberté par rapport à soi-même, c'est affranchir l'autre de soi-même.
La liberté pure, et j'entends par pure ici, la liberté qui n'implique pas une donation de puissance, est le seul objet possible de la donation pure, et j'entends par pure ici le fait de donner ce que l'on n'a pas. C'est ça la donation pure. Le néoplatonisme propose en réalité une entre-libération du principe et de ce dont il est le principe, et non pas, comme dans le système, une entre-détermination. En donnant aux êtres la possibilité de s'autoconstituer, l'un les libère certes de sa propre domination, mais lui-même, à son tour, se trouve reconduit à sa tranquillité, à sa solitude et finalement à la liberté de son improduction, qui explique qu'on puisse parler à son égard de supériorité, une supériorité en définitive sans souveraineté. Car le mouvement par lequel les êtres se constituent et deviennent présents à eux-mêmes est le même que le mouvement par lequel ils sont à tout jamais distants et distincts de l'un, et donc le même mouvement aussi que celui par lequel l'un se trouve reconduit à sa solitude, et pour reprendre une belle expression de Jean-Louis Chrétien, à son ermitage. Il n'est d'autre relation alors que celle par laquelle chacun se sépare de l'autre, d'autres relations dans cette radicalité de la séparation que l'affranchissement que chacun donne et garantit à l'autre. Il me semble qu'ici, la dialectique de la séparation et de la relation est portée à son maximum. Un tout dernier mot, non pas sur la séparation, mais sur sa radicalité. Il n'est à mon sens que deux expériences possibles de la radicalité. Celle de la séparation, de ce que j'ai appelé la différence énologique, mais aussi celle de la fusion, de la convertibilité de l'un et de l'autre portée à son maximum, sous la forme, par exemple, de ce que Jean-Paul Sartre appelle, dans la critique de la raison dialectique, le groupe en fusion. Simplement, comme Sartre l'indique lui-même, la fusion du groupe ne peut être qu'un moment éphémère qui n'a d'autre suite que la fidélité qu'on lui accorde et que la remémoration dont elle fait l'objet. La fusion est une origine devenue inaccessible, aussi inoubliable soit-elle. Ce qui n'est pas sans entraîner au demeurant le retour de la différence entre l'origine et ce qui en découle et lui succède. Tandis que la radicalité de la séparation, que la radicalité de l'entre-libération qu'assure la différence énologique peut, quant à elle, s'expérimenter au quotidien, en acte, dans chaque processus d'autoconstitution de l'être. Merci de votre attention.